Bonjour à tous, bienvenue à notre panel en ligne. Je suis Christina Nda de Côte d'Ivoire PME. Je suis celle qui va modérer ce panel en ligne. Merci de vous être connectés. Pour vous prévenir déjà, le panel est enregistré, alors prenez toutes vos dispositions s'il vous plaît. Nous allons laisser la parole à nos intervenants et après leurs interventions, nous aurons la séance de questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou lever la main et puis nous vous donnerons la parole. Merci à vous tous de vous être connectés et puis allons-y pour ce panel en ligne. Merci. Merci beaucoup. Merci, Madame Da, pour cette introduction. Je suis Yoda Mamadou, directeur de la croissance et du développement des affaires, PME et ETI, les ETI étant des entreprises de taille intermédiaire. Et donc, bienvenue à la série de webinaires de la Société d'État Côte d'Ivoire PME. Et comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a clairement inscrit dans son programme national de développement PND 2021-2025 la transformation structurelle de notre économie. Et la transformation structurelle de l'économie passe par le développement d'un secteur privé suffisamment robuste et capable d'être le moteur de la croissance économique. Et pour ce faire, ce secteur privé, bien entendu, est dominé prioritairement et principalement par les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Donc, l'idée, c'est de travailler à mettre en place un climat des affaires suffisamment attractif, suffisamment favorable au développement des petites et moyennes entreprises. Et l'une des contraintes fondamentales que rencontrent les PME en général dans les pays en développement et particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est la thématique de l'accès au financement. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de l'accès au financement et on peut résumer, caricaturer en 2 points. Il y a effectivement les besoins de court terme en termes d'exploitation qui sont identifiés par les PME, mais il y a également les besoins de long terme pour financer la croissance. Et donc, de façon beaucoup plus spécifique, aujourd'hui, dans le cadre de ce panel, nous allons nous intéresser aux solutions de financement de la croissance pour les startups, les PME et les entreprises de taille intermédiaire. Donc, l'intitulé de ce panel, c'est « Quelles solutions pour le financement de la croissance des startups, des PME et des entreprises de taille intermédiaire ?» Pour répondre à cette question, nous avons des experts reconnus sur le plan national qui sont avec nous. Donc, nous avons M. Olivier Bokouga, qui est expert formateur à investisseurs et partenaires, qui est en tout cas un de nos experts clés, qui nous appuie également sur d'autres dimensions, sur la question de l'appui effectivement aux startups et à d'autres acteurs. Donc, M. Olivier Bokouga est depuis 2021 effectivement investisseur et partenaire, expert formateur. Mais d'avant cela, il est également passé un peu en tant que consultant senior à US Partner, un peu plus de 3 ans, de 2018 à 2021. Et avant US Partner, il était chef de division contrôle financier à Bolloré Transport Logistique de 2011 à 2013, là où il a, je pense, passé un peu ses armes. Donc, bonne arrivée, bienvenue, monsieur Olivier Bokouga, sur ce panel. Merci beaucoup, monsieur Yoda. Le second panéliste, c'est monsieur Charles Monet. Il est directeur général adjoint chargé de l'exploitation à Crédit Access. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'INPHB de Yamoussoukro et d'un master en corporate finance obtenu à Eskema Business School de Paris. Monsieur Charles Monet a débuté sa carrière en 2009 en tant que business analyst à la direction financière du groupe BNP Paribas à Paris. En 2012, il a rejoint la filiale ivoirienne du groupe Baobab, ex-Microcred à Abidjan, en tant que responsable du contrôle de gestion. M. Charles Monet possède en outre plusieurs certifications, dont le CAPM, Certified Associate in Project Management, le Project Management Institute, PMI, le certificat d'expert en gestion des risques de la Frankfurt School of Finance and Management et le niveau 1, Level 1, le programme CFA, Chartered Finance Analyst. Il a intégré Crédit Access en 2016 et occupe le poste de directeur général adjoint chargé de l'exploitation depuis 2021. Bonne arrivée
à M. Charles Monet et bienvenue sur ce panel. Merci, M. Yoda. Nous accueillons également le troisième panéliste, c'est M. Antoine Aïmen. Il est directeur département PME. Depuis 2019, il est directeur département PME à la BDM. Mais avant de rejoindre la BDM, il a été de 2010 à 2019 à NCA, de 2007 à 2009 à UBA et de 2003 à 2007 à EcoBank. Au quotidien, il renforce l'action de la banque envers les PME, développe et améliore le réseau en proposant de nouveaux sites pour l'expansion et assure l'encadrement et la coordination des agences. Il contribue également au renforcement des compétences des collaborateurs. Monsieur Antoine Aïmen, bonne arrivée et bienvenue sur ce panel. Merci, merci. OK, le quatrième panéliste, c'est Madame Marie-Odelle Seignebré, épouse Nyakadja. Elle est directrice commerciale à Alios Finance. Je pense que nous avons la chance d'avoir une diversité d'institutions. Donc, Madame Nyakadja est titulaire d'un diplôme de master en audit et contrôle de gestion. Et depuis août 2018, elle occupe le poste de directrice commerciale à Alios Finance. De 2011 à 2014, elle a occupé le poste de chargée d'affaires d'entreprise senior à BNP Paribas, où elle était chargée du développement et de la gestion des comptes des entreprises multinationales. De 2006 à 2008, elle a travaillé à la Banque Atlantique en tant qu'auditeur interne. Madame Nyakadja, bonne arrivée et bienvenue sur ce panel. OK, donc voici un peu présenter brièvement nos panélistes. Et donc, nous avons la chance d'avoir une diversité d'institutions pour répondre aux attentes et aux questions des participants à ce panel. Au nom du directeur général, je pense qu'on vous souhaite la bienvenue et le DG aurait aimé, je pense, faire l'introduction du panel et puis surtout souhaiter la bienvenue à l'ensemble des panélistes. Et sans plus attendre, je pense que, étant donné les contraintes de temps que M. Aïmen a signalé tout à l'heure, on va aller assez rapidement sur la première question. Et donc, la question, c'est quels sont les produits financiers que propose votre institution pour le financement de la croissance? Voilà, pour le financement de la croissance. Donc, assez rapidement, vous présentez votre institution et puis vous parlez brièvement des solutions que vous proposez pour le financement de la croissance au niveau de votre institution. Donc, je laisse la parole à M. Charles Monet de Crédit Access. Bien. Bonjour, Monsieur Yoda. Bonjour. Bonjour aux autres panélistes. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole à ce panel. Voilà. Et je voudrais remercier tous les auditeurs qui ont bien voulu se connecter pour suivre avec nous ce panel. Donc, comme vous l'avez dit, moi, je suis Charles Monet, donc directeur général adjoint de Crédit Access. Voilà. Donc, Crédit Access, juste pour faire une petite présentation, Crédit Access, c'est une institution de microfinance de type société anonyme. Voilà. Donc, avec un capital aujourd'hui qui est à 2 milliards. Voilà, faut préciser que c'est un actionnariat voilà, qui est 100% local ivoirien. Voilà. Donc, Crédit Access exerce dans les domaines du crédit, bien entendu, de l'épargne, mais aussi voilà, de la monétique, de l'assurance et des transferts. Voilà. Donc, l'institution a pour principale cible voilà, les PME, donc petites et moyennes entreprises, qui englobent, on va dire, tout ce qui est activité, en tout cas formelle, qui est constituée avec une existence formelle, c'est-à-dire un registre de commerce, des statuts, mais aussi tout ce qui est coopérative agricole, voilà, fait partie de la cible de Crédit Access. En plus de cela, on a ce que nous on appelle les TPE, les très petites activités, qui sont en fait des particuliers qui exercent des activités génératrices de revenus à titre personnel. On a aussi des produits à destination des petits salariés, voilà, donc qui sont en général des salariés des collectivités locales et également des salariés des PME qu'on accompagne. Et puis, on a des produits, on va dire grand public, donc destinés à toute forme de particuliers qui voudraient venir chez Crédit Access pour avoir voilà, un certain type de produit.
Donc, pour répondre à la question, donc qu'est-ce que Credit Access offre aujourd'hui, voilà, aux PME, on va dire, pour les soutenir dans la croissance. Déjà, quand on parle de croissance, voilà, il faut faire la distinction entre démarrage d'activité et croissance. Donc, quand on parle vraiment de croissance, ça veut dire qu'on s'adresse à une entreprise qui existe déjà. Il faut dire que Credit Access est comme la plupart des banques, hein, dans son mode de fonctionnement, ne peut pas accompagner les démarrages d'activité. Voilà, donc quand on est encore au stade d'idée, quand on est encore au stade embryonnaire, voilà, c'est un autre type de financement qui est adapté. Je pense que ce n'est pas forcément le cas d'en parler aujourd'hui. Donc, pour nous, la croissance, voilà, donc on a une entreprise qui existe, qui a un marché, voilà, qui a déjà une structure et qui cherche à croître. Donc, comment comprendre la croissance? Donc, il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut accompagner les entreprises, on va dire, dans leur croissance. Déjà, la croissance peut se faire par les investissements. Donc, pour croître, on peut accroître la capacité de production, on peut accroître nos immobilisations. Et il faut dire que Credit Access accompagne, voilà, donc les PME en ce sens, donc en finançant, n'est-ce pas, l'acquisition d'équipements, l'acquisition de matériel de production, l'acquisition de toute forme d'immobilisation, on va dire véhicules, appareils, machines, en tout cas, tous les investissements que l'entreprise est capable de faire pour accroître sa capacité de production. Nous avons des offres, en tout cas adaptées, pour les accompagner. La croissance peut se faire également au niveau de l'activité. C'est-à-dire qu'on peut avoir une PME qui a un certain niveau de stock et qui veut augmenter son stock pour accroître, n'est-ce pas, le chiffre d'affaires. Donc, en ce sens-là, nous avons également des produits de crédit d'accompagnement, voilà, donc pour permettre à ces PME-là de pouvoir augmenter voilà, leur stock, de pouvoir acheter plus d'intrants pour ceux qui font de la transformation ou plus de matières premières, voilà, pour augmenter voilà, le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un deuxième type d'accompagnement qu'on est capable de faire. Voilà, il faut dire qu'on ne se limite pas à ces deux-là. On peut également accompagner les entreprises dans le cadre de financement de trésorerie pour des entreprises qui ont besoin de liquidité. Donc aujourd'hui, on a des entreprises qui, du fait de manque de moyens, n'osent pas postuler pour certains appels d'offres ou bien des fois, quand elles ont émis des factures qui sont en attente de paiement, elles sont bloquées. Tant que voilà, la facture n'a pas été payée, elle ne peut pas aller sur d'autres appels d'offres ou sur d'autres marchés. Alors, il faut dire que notre institution propose également une gamme de produits voilà, qui permet de résoudre ce genre de problème, donc d'accompagner les entreprises voilà, dans le financement de bons de commande, dans le préfinancement de factures, quand elles ont également des instruments de paiement, des chèques, pardon, elles peuvent avoir une avance sur le champ ou bien des traites. On peut également faire des avances sur tous ces instruments de paiement-là pour leur permettre d'avoir plus de liquidité et puis continuer leurs activités. Donc, voilà un peu voilà, les trois, on va dire, piliers sur lesquels Credit Access base voilà, sa stratégie pour accompagner les PME voilà, dans le financement de leur croissance. Donc, bien entendu, on pourra revenir dans les détails s'il y a des questions par la suite. Mais je voulais m'arrêter là pour ce point. OK. Merci beaucoup, monsieur Monin. Donc, je note assez rapidement hein, donc, les produits de financement de la trésorerie, des produits pour également accompagner les questions d'augmentation des stocks. Et puis également, il y a également des produits en lien avec le financement de la croissance spécifiquement lié aux investissements, à l'augmentation des capacités de production, et puis à l'acquisition de biens durables. Tout ça, c'est assez noté. En tout cas, merci beaucoup. Je m'en vais rapidement poser la même question à M. Aïmé, M. Antoine Aïmé.
de la BDE. OK. Merci bien, Monsieur Yoda. Bonjour à tous. Bonjour, chers panélistes et chers auditeurs. Voilà, donc, je suis Antoine Aïmé, le responsable du réseau et du développement de la clientèle des PME au niveau de la BDU. Donc, il faut déjà dire que la BDU est la filiale de la BDM, qui est la première institution bancaire du Mali et qui compte couvrir tous les pays de la zone UEMOA. Donc, actuellement, nous sommes présents dans 6 pays. Et ici, en Côte d'Ivoire, nous avons ouvert nos portes en janvier 2015. Donc, depuis l'ouverture jusqu'à ce jour, nous avons pu ouvrir 15 agences, dont 11 à Abidjan et 4 en province. Il faut dire que la BDU est orientée sur la clientèle des particuliers, des PME, notre principale cible. Et donc, à ce titre, nous avons une offre assez alléchante destinée à cette cible. Mais déjà, il faut dire que malgré le fait qu'on ait ouvert seulement en 2015, aujourd'hui, nous nous situons à la 14e place sur la place bancaire ici en Côte d'Ivoire, au travers de notre offre qui est assez alléchante, comme je le disais tantôt. Et donc, pour accompagner la clientèle des PME, nous avons deux volets de financement. Déjà, le volet financement de l'investissement et le financement de l'exploitation. Et principalement, les plus grandes demandes que nous observons actuellement, c'est beaucoup plus sur l'exploitation. Donc, nous avons une offre destinée à accompagner la clientèle en matière de financement des fonds de faits. Voilà, c'est le premier produit que nous avons. Ensuite vient les avances sur facture, les financements de bons de commande et de marché, les financements de stocks, voilà, pour ce qui est de l'exploitation. Et toujours au niveau de l'exploitation, nous avons aussi ce qu'on appelle les financements au niveau des engagements par signature. Parce qu'il faut dire que sur l'exploitation, on a deux volets. Soit on assiste nos clients à avoir de la trésorerie pour les accompagner dans leur exploitation, ou bien on a ce qu'on appelle les engagements par signature qui permettent d'allonger les délais du règlement, donc au travers des cautions, de divers types de cautions que nous avons pour accompagner cette clientèle. Et en matière d'investissement, comme nous sommes pratiquement les mêmes produits, comme l'a dit mon prédécesseur, sur l'accompagnement à augmenter les capacités de production et aussi en termes d'immobilisation et autres. Donc, voici, pour ne pas être long, notre offre adressée à cette cible. OK, merci beaucoup, monsieur Aïmé. Donc, ouverture depuis 2015 au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, la BDU est une filiale de la BDM, 15 agences, donc un réseau de 15 agences. Et puis, malgré sa jeunesse, elle se positionne à la 14e position au niveau de la place bancaire de l'UEMOA. Donc, je note également le ciblage des particuliers et également des PME. Bien entendu, je pense qu'il y a notre cible. Et puis, à l'adresse des PME, il y a deux produits spécifiques, donc le financement de l'investissement et le financement de l'exploitation. Donc, pour ce qui concerne l'investissement, c'est effectivement le financement de l'amélioration ou d'augmentation des capacités de production des entreprises. Je pense que nous allons revenir un peu plus loin sur les conditions spécifiques que les entreprises doivent remplir pour avoir ce financement. Merci beaucoup, monsieur Aïmé. Donc, nous allons assez rapidement évoluer avec monsieur, Madame Marie-Odile Seigneur-Blé, épouse Nakadja de Allios Finance, effectivement, que nous allons rapidement écouter. Madame Nakadja. Oui.
Oui, quels sont les produits financiers que vous proposez pour financer la croissance, s'il vous plaît? D'accord. Merci, M. Yoda. Bonjour, chers panélistes. Bonjour, chers participants. Donc, moi, je suis Marie-Odile Nyakadja, directrice commerciale et marketing chez Alios Finance Afrique de l'Ouest. Et je suis très ravie de vous entretenir ce matin sur ce que nous proposons. Donc, pour ceux qui connaissent Alios, alors Alios c'est SAFCA. Donc, SAFCA, ça parle beaucoup plus qu'Alios. SAFCA, c'est le nom juridique en fait, et Alios, c'est le nom commercial. Et SAFCA, en fait, c'est le premier établissement financier de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous sommes présents en Côte d'Ivoire depuis 67 ans maintenant. Et notre actionnariat est principalement majoritairement détenu par Tunisie Leasing, donc qui est expert dans tout ce qui est leasing au niveau du Maghreb. Et on a des concessionnaires, en fait, qui sont aussi actionnaires chez Alios Finance. Donc, nous, depuis 67 ans, on accompagne la croissance de la PME. Je dis la PME parce que c'est vraiment la PME qu'on accompagne, parce que c'est elle qui a besoin d'accompagnement pour la croissance sur tout ce qui est locatif. Donc, quand je dis locatif, c'est tout ce qui est locatif, en fait. Donc, on va dire, nous faisons du crédit bail, de la location longue durée, du leaseback. Donc, notre principal métier, c'est le locatif. Et on finance tout ce qui est actif immobilisé. Donc, que ce soit du matériel roulant, du matériel non roulant, des unités de production, voilà. Aujourd'hui, Alios, en fait, accompagne les entreprises dans la croissance en achetant pour leur compte des actifs qui leur permettent de développer leur activité. Donc, voilà pour résumer notre activité et notre actionnariat. OK. Merci beaucoup, Madame Nyakadja de Alios Finance. Je pense qu'on note assez rapidement beaucoup plus, effectivement, les questions de crédit bail, du leasing, donc qui sont ici mentionnées. Effectivement, nous avons voulu avoir la diversité d'acteurs pour essayer de permettre à l'ensemble de nos participants d'avoir l'essentiel de l'information sur les différents produits qui sont proposés. Donc, ici, nous avons la question du crédit bail, nous avons également la question de l'allocation de longue durée, et puis le financement des actifs immobiliers. Je pense que c'est assez bien noté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va un peu plus revenir sur les conditions spécifiques que les PME et les ETI doivent remplir pour pouvoir effectivement bénéficier de ce type de financement. Et donc, l'autre, effectivement, panéliste que nous avons, je pense que je l'ai mis en dernier parce qu'il est avec nous depuis un bon moment. C'est quelqu'un auquel nos participants sont plus ou moins habitués. Je pense qu'on a une série de webinaires avec lui. C'est M. Olivier Bokoga, qui est expert formateur à investisseurs et partenaires. Et je pense que c'est un fonds d'investissement. Et donc, je pense que c'est aussi une chance que nous avons d'avoir un fonds d'investissement avec nous. Donc, nous allons demander à M. Olivier quel type de produit le fonds d'investissement investisseurs et partenaires propose pour le financement de la croissance des startups, des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Monsieur Olivier, s'il vous plaît. OK. Merci beaucoup, Monsieur Yoda. Bonjour, chers participants. Bonjour, chers copanélistes. Donc, je suis Olivier Bokoga. Je travaille pour Investisseurs et Partenaires. Nous sommes un fonds d'investissement dont le siège est basé en France. Nous existons depuis 2002 et travaillons principalement en Afrique francophone avec des représentations, notamment en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Niger, au Mali, au Cameroun. Et nous travaillons aussi sur l'Afrique anglophone. Nous sommes présents au Ghana, au Kenya et aussi en Ouganda. Et enfin, nous travaillons également dans l'océan Indien avec une présence au niveau de Madagascar. Donc, nous, en tant que fonds d'investissement, notre activité, nous ne faisons pas de financement en tant que tel, mais comme son nom l'indique, nous faisons des investissements.
Ça veut dire que nous recherchons des entreprises qui ont du potentiel, qui ont un potentiel de développement, un potentiel de croissance, et nous prenons des participations dans ces entreprises. Donc, nous devenons co-associés, co-actionnaires auprès des fondateurs de ces entreprises. Et notre intervention se situe généralement dans le cadre d'un plan de développement de l'entreprise. Et donc, nous ne finançons pas, par exemple, tout ce qui est éléments de court terme que nos collègues des banques, microfinances et autres institutions financières savent mieux faire que nous. Donc, nous finançons plus la croissance de l'entreprise sur un horizon de 5 à 10 ans. Et au-delà du financement, nous apportons également deux autres types d'expertise qui n'ont pas une connotation financière, mais qui sont déterminants pour le développement, pour la croissance de toute entreprise. Il s'agit déjà de l'assistance technique. Donc, tous nos offres d'investissement comprennent une composante d'assistance technique qui permet de renforcer les capacités de l'entreprise et donc des équipes qui dirigent cette entreprise-là sur les fonctions essentielles, notamment marketing, production, management et autres. Nous apportons également à l'entreprise un réseau qui peut faciliter l'accès au marché, qui peut faciliter l'accès à certains partenaires clés. Et donc, notre offre est composée en fait de ces trois éléments. Aujourd'hui, nous avons sous gestion un peu plus de 500 000 euros d'actifs répartis à travers différents véhicules d'investissement, donc notamment des véhicules qui s'adressent aux toutes petites entreprises, des véhicules qui s'adressent aux entreprises de taille moyenne et enfin des véhicules d'investissement qui s'adressent à des entreprises plus grandes. Donc, globalement, voilà présenter ce que nous faisons et ce que nous sommes. Voilà. Merci beaucoup, M. Bokouga. En tout cas, merci. On va essayer rapidement avec M. Bokouga pour entamer, je pense, la seconde série de questions. C'est, je note que Investisseurs et Partenaires est un fonds d'investissement qui s'intéresse, je pense, aux questions de l'investissement. Et également, lorsque l'entreprise est plus ou moins identifiée et qu'il y a un accord, il y a également un volet assistance technique qui accompagne. Je pense que sur les dimensions marketing, production, management, en tout cas, en somme pour structurer et renforcer la capacité d'entreprise, non seulement à pouvoir absorber, mais également dans le cadre de l'accord conclu avec un partenaire pour effectivement pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés. Donc, ça, c'est noté. Et quelles sont les conditions, M. Bokouga, qu'une entreprise, une PME, une entreprise de taille intermédiaire doit remplir pour bénéficier, entre griffes, effectivement, de l'accompagnement ou alors pour avoir un financement d'investisseurs et partenaires? Merci beaucoup. Globalement, nos critères d'investissement diffèrent suivant la maturité de la cible, donc suivant la maturité de l'entreprise que nous avons en face. On n'utilisera pas systématiquement les mêmes critères pour des startups et pour des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises. Et donc, c'est en fonction de la maturité de l'entreprise. Mais globalement, ces critères-là tournent autour de 5 catégories d'éléments que moi j'appelle les 5 P. La première des choses qu'on va essayer de regarder dans une entreprise, c'est le potentiel. Globalement, on sonde le potentiel de l'entreprise et ce potentiel, on va le scinder en 5 éléments. Le premier élément, c'est le potentiel de l'équipe qui porte le projet. Parce que, comme je le dis, nous faisons des investissements, donc nous devenons co-actionnaires, co-associés aux côtés des fondateurs historiques de l'entreprise. On n'a pas donc de levier de garantie comme nos confrères de la banque et de son équipe à diriger cette entreprise et à porter cette entreprise vers la croissance. Et donc, le premier critère, c'est le potentiel de l'équipe, c'est-à-dire l'équipe fondatrice et les personnes clés qui composent
l'équipe de l'entreprise. Le deuxième élément que nous regardons, c'est le potentiel du marché. Parce qu'une fois de plus, nous prenons les mêmes risques que l'entrepreneur. Et donc, pour nous, la meilleure façon de créer de la valeur et de réaliser des retours sur investissement, c'est d'investir dans des entreprises qui sont sur des marchés qui ont du potentiel. Et le troisième élément, c'est le potentiel du modèle économique de l'entreprise. Parce qu'une entreprise peut être sur un marché qui a du potentiel, une entreprise peut avoir une belle équipe, une équipe qui a du potentiel, mais si le modèle économique ne permet pas de capter ce potentiel, on n'ira pas bien loin. Donc, on regarde le modèle économique, c'est-à-dire la façon dont l'entreprise comprend le marché et comment est-ce qu'elle compte créer de la valeur pour pouvoir créer de la valeur de façon durable. Et ce faisant, on regarde aussi le quatrième P, c'est le potentiel du produit de l'entreprise. Parce que pour qu'on puisse créer de la valeur sur un marché, il faut qu'on ait un produit qui corresponde à une demande, qui corresponde à une attente. Donc, on peut se retrouver dans des configurations où on a un produit qui est au point technologiquement, mais qui est trop avant-gardiste par rapport au marché sur lequel on compte le projeter, ou bien qui est au point technologiquement, mais qui est trop en retard par rapport à la demande, par rapport à la requête du consommateur sur le marché. Donc, on essaie de regarder également le potentiel du produit à l'aune des attentes, des besoins du marché. Et le cinquième P, c'est le potentiel d'impact parce que investisseurs et partenaires, nous sommes aussi un fonds d'impact. Ça veut dire qu'on recherche à la fois de la création de valeur financière, mais aussi de la création de valeur pour les communautés. Donc, on regarde, on va essayer d'apprécier la capacité de l'entreprise à créer des emplois durables, la capacité de l'entreprise à relever des défis sociaux, des défis environnementaux, des objectifs à l'atteinte de divers objectifs de développement durable et à la capacité également à créer des conditions d'emploi favorables pour l'épanouissement des collaborateurs. Par exemple, c'est dans les entreprises dans lesquelles on investit systématiquement, l'entrepreneur a l'obligation de tout de suite déclarer tout son personnel, de mettre en place parce que nous sommes avant tout aussi un fonds d'impact. Donc, globalement, voilà nos critères d'investissement que j'ai résumés autour des 5 P. Merci. OK, merci beaucoup. Je pense que j'imagine qu'il y aura beaucoup plus de questions sur ce point. Donc, les critères, je pense que résumés en 5 P, le potentiel de l'équipe. Donc, je pense que M. Boukaga pourra après revenir sur les détails. Le potentiel du marché, le potentiel du modèle économique, je pense que c'est un élément aussi qui est noté, le potentiel du produit et je pense également le potentiel de l'impact du projet. Donc, si j'ai bien noté, donc voici un peu les 5 critères que l'entreprise devrait pouvoir essayer de matcher pour, je pense, pouvoir être sélectionné ou sélectionnable pour rentrer dans le giron de investisseurs et partenaires. Donc, je pense que c'est assez noté. Pour les éléments, les détails des questions, je pense que Marie-Noël et pour la suite également, vous pourrez prendre contact avec Monsieur Boukaga pour investisseurs et partenaires. Comme M. Aïmé avait dit qu'il avait une contrainte à 10h30, je pense qu'on va revenir un peu rapidement avec M. Aïmé pour qu'il nous expose sur la même question. Donc, quelles sont les conditions que les PME, les startups et les entreprises devraient pouvoir rapidement remplir pour pouvoir bénéficier des produits qui ont été exposés. Donc, avant de vous laisser partir, avant que la réunion ne commence, est-ce que vous pouvez assez rapidement, M. Aïmé, répondre à cette question? D'accord, merci bien, M. Yoda. Donc, effectivement, pour être finançable, je pense que c'est sur les mêmes éléments que a listé mon prédécesseur. Et en plus de cela, au niveau de nous, notre institution, il y a l'aspect moins humain et logistique. Voilà. Ça, c'est un élément qui est important au niveau de l'appréciation
des risques que nous observons sur les financements. Donc, il y a les moyens humains et logistiques. Il y a également aussi l'historique en matière de exécution de certains marchés. Donc, l'expérience dans l'activité et aussi comment est-ce que le secteur dans lequel exerce l'entreprise se porte. Est-ce un secteur qui a une croissance ou bien qui est en déclin? Donc, c'est des éléments sur lesquels nous portons un regard assez particulier pour accompagner, surtout dans l'investissement. Mais quand il s'agit de l'exploitation, là, c'est surtout sur l'expérience du client en matière d'exécution de certains marchés ou autres. Voilà. Donc, c'est essentiellement ces éléments-là. Et également, comment est-ce que son chiffre d'affaires évolue par rapport à l'évolution de son secteur. Donc, il y a l'évolution du chiffre d'affaires et aussi comment est-ce qu'il crée de la valeur au travers des sortes d'intermédiaires de gestion au niveau de sa comptabilité. Donc, ce sont des éléments sur lesquels nous regardons, on porte un regard assez particulier pour accompagner le client dans l'investissement. OK. Merci beaucoup, M. Alimet. Je note qu'en plus, je pense des éléments évoqués par M. Bokouva, vous ajoutez les questions effectivement des moyens humains et logistiques, de l'historique de l'exécution de certains marchés, du potentiel du secteur d'activité. Vous avez parlé de croissance ou de déclin du secteur. Ce sont les éléments que vous regardez. Et puis, de l'évolution du chiffre d'affaires de la PME. Donc, je me permets, avant peut-être que les participants posent des questions, de dire, OK, quels sont, au niveau de la BDU, les coûts moyens pour financer l'investissement? La tranche, ça peut être en termes de tranche. Si le coût, c'est, si vous voulez, en termes de taux d'intérêt ou autre, juste une idée. D'accord. Bon, les taux d'intérêt, sur les investissements, nos taux d'intérêt n'excèdent pas 12%. OK. Ça, déjà, voilà, peu importe le financement, nos taux d'intérêt n'excèdent pas 12%. Et, okay. Le taux d'intérêt aussi est fonction de certaines sécurités qu'on met en place pour accompagner le financement. Donc, c'est tout ça qui permet de déterminer le taux qui est fonction du risque. Voilà. Si on a bien encadré, le taux également baisse. OK. Bon, je pense que comme vous avez anticipé une réunion, et la question, je vous pose la troisième série de questions, c'est quel type d'accompagnement, d'abord les problèmes rencontrés pour pouvoir effectivement avoir accès au crédit d'investissement, et puis quel type d'accompagnement Côte d'Ivoire PME pourrait effectivement faire pour lever ces contraintes, ces difficultés des PME, et puis ensemble, qu'est-ce qu'il est possible de faire dans le cadre d'un workflow qu'on pourrait avoir en Côte d'Ivoire PME et la Banque de l'Union? D'accord. Déjà, comme on a dit, on a deux types de financement. Déjà sur l'exploitation, nous avons mis en place un process de financement qui est basé sur les éléments qu'on a eu à citer, voilà, qui permet de demander moins d'apport en termes de ressources de la part de la clientèle. On base les financements sur l'expérience de notre client. Voilà. Et également, les montants de financement sont en fonction de l'expérience du client dans son activité. Ça, c'est en matière d'exploitation. Et pour aller dans l'investissement, chez nous, les investissements, on le fait sur les clients avec lesquels nous avons eu déjà à travailler sur l'exploitation pour voir leur comportement face à l'argent. Parce qu'il faut dire que au niveau des investissements qui portent sur des montants souvent assez lourds, donc déjà, quand on a une expérience sur les financements de l'exploitation
avec nos clients PME. Et par la suite, dans leur évolution, les besoins d'investissement peuvent en ce moment être mieux abordés. Donc, il y a une expérience en matière de culture de financement. Et par la suite, on passe à l'autre étape qui est l'investissement pour accroître les capacités à faire évoluer leur activité. OK, merci beaucoup. Et la question, en fait, je pense que aussi qui revient, c'est quel type d'accompagnement on pourrait apporter pour résoudre un peu les difficultés d'accès. Et je suppose qu'il y a beaucoup de PME et d'entreprises de taille intermédiaire qui ont échoué à avoir le financement au niveau de la BDU. Quelles sont les raisons? Et puis, quels sont les motifs des rejets? Et puis, qu'est-ce qui est possible effectivement qu'on puisse faire pour accompagner les entreprises à pouvoir résoudre ces problèmes? D'accord. Bon, déjà, au niveau des rejets, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent des entreprises qui sont de taille intermédiaire qui n'ont pas eu une expérience en termes de exécution de marché de taille assez élevée. Je prends le cas d'une entreprise qui habituellement a des marchés de peut-être de 200 millions, de 300 millions. Et du jour au lendemain, il vient avec un marché de 2 milliards. Donc, financer, exécuter des marchés de 100 millions, 200 millions et aller exécuter un marché de 2 milliards, 3 milliards, ce n'est pas la même chose. Parce que cela demande vraiment une organisation et une bonne planification. Donc, pour ces gens de marché, nous portons un regard vraiment particulier là-dessus. Mais quand vous avez des marchés qui sont dans la tranche de vos exécutions habituelles, en ce moment, on peut vous accompagner par étapes. Et également, nous structurons nos financements de telle manière à ce que l'évolution soit suivie des pas. Monsieur Aimé, on ne vous entend plus. Est-ce qu'il n'y a pas un appel en entrant? Monsieur Aimé? Monsieur Aimé, on vous a perdu. OK. On l'a perdu? OK. Je pense, avant que monsieur Aimé ne revienne, on retourne rapidement avec Madame Nyakaja. Oui, Madame Nyakaja de Allios Finance, surtout sur les conditions à remplir pour avoir accès, je pense, au leasing et également au financement des biens durables au niveau des petites et moyennes entreprises et également des entreprises d'état intermédiaire. Madame, s'il vous plaît. Merci, M. Yoda. Alors, tout à l'heure, j'ai rapidement présenté Allios Finance, l'actionnariat et ce qu'on fait. Donc, avant de vous donner les critères de sélection d'un dossier chez Allios Finance et pour un financement même de façon générale, j'aimerais juste rappeler un peu ce que c'est que le crédit bail. Donc, pour ceux qui ne sont pas très familiers de la solution, alors, le crédit bail, c'est une solution locative. Donc, vous, en tant que PME, vous choisissez librement votre matériel dont vous avez besoin pour votre activité. Vous venez avec la facture pro forma chez Allios, plus le dossier. Donc, on étudie le dossier et le matériel que vous allez acquérir. Une fois que le dossier est validé, on achète le matériel pour vous. Donc, on est propriétaire du matériel qu'on achète et vous louez ce matériel-là pendant une durée contractuelle. Donc, ça peut être une durée qui varie qui va jusqu'à 5 ans maximum, en fait, pour certains types de matériel.
Donc, c'est une durée contractuelle de location. Et à la fin de cette location, vous avez une option d'achat. Donc, pour pouvoir vous transférer la propriété du matériel. Vous pouvez lever cette option comme ne pas la lever. Et une fois que vous levez l'option d'achat, vous devenez propriétaire de ce matériel-là. Donc, on fait un transfert de propriété. Donc, c'est un mode de financement par lequel vous louez un matériel finalement. Et qui parle de crédit bail, parle de TVA. Et qui parle de TVA, parle de fiscalité. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que le crédit bail, en fait, c'est le mode de financement approprié pour la PME, en tout cas, dans le cadre de l'acquisition de matériel. Parce que en matière de TVA, vous pouvez avoir des avantages fiscaux pour tout ce qui est acquisition. Donc, si vous êtes exonéré, vous pouvez nous transférer l'exonération, vous pouvez récupérer la TVA, les loyers sont calculés sur le montant hors taxe, etc., etc. Donc, le crédit bail, c'est vraiment la solution qu'il faut, en tout cas pour acquérir du matériel. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde dans le dossier de crédit bail de celui qui vient? Moi, je veux juste résumer en 3 points ce qu'on regarde en fait pour accompagner une PME dans sa demande. Donc, il y a la première étape en fait, c'est l'identification juridique. Donc, ce qu'on regarde, on regarde l'identité de la personne qui vient. C'est une personne morale qui vient, on regarde son identité. Donc, on va regarder son registre de commerce, on va regarder sa DFE, où elle est située, quand est-ce qu'elle a été créée, quel âge elle a, quel patrimoine elle a, cette personne morale, qui est derrière cette personne morale, quelle expérience il a dans le domaine d'activité qu'il présente, sous quelle forme juridique, qui sont ses principaux dirigeants, avec qui il travaille, ses clients, etc., etc. Donc, il y a une identification juridique d'abord qui est faite. Et elle est très importante pour nous de savoir à qui on a affaire dans la relation. Donc, une fois qu'on a identifié juridiquement notre prospect, la deuxième étape, en fait, c'est une identification économique. Donc, dans l'analyse économique du dossier, on prend en considération sa situation économique de façon générale. Donc, quel moyen de production il a? Si c'est un transporteur qui vient me voir pour dire, écoutez, moi, je veux que vous puissiez m'accompagner pour acheter des camions parce que j'ai des marchés et tout ça. Mais toi-même qui viens pour qu'on t'accompagne sur les moyens de production, qu'est-ce que tu as déjà? Est-ce que tu as des moyens de production? Est-ce que comment tu fonctionnes déjà? Quels moyens fonciers d'exploitation il a? Donc, où est-ce qu'il est situé? Sur quelle superficie? Est-ce qu'il est propriétaire de ses locaux? Est-ce qu'il paie des loyers? Etc., etc. Est-ce qu'il a des marchés? Quel est l'état de ces marchés? Etc. Donc, on a besoin de comprendre l'environnement économique du client. Qui sont ses clients? Qui sont ses fournisseurs? Avec qui il travaille? Comment il travaille avec eux? Est-ce qu'il prend un crédit, etc. Donc, il y a un environnement économique qu'il est essentiel pour nous de maîtriser. On regarde aussi, il y a une analyse financière qui est faite, bien entendu, et l'analyse financière, elle prend en considération le pool bancaire. Donc, avec quelle banque vous travaillez? Qui sont vos partenaires d'affaires, en fait? On prend vos relevés bancaires. Donc, vos relevés bancaires, comment le compte tourne? Est-ce que le fonctionnement du compte est en adéquation avec les états financiers que vous nous avez remis, par exemple? Si vous dites, écoutez, moi, j'ai un chiffre d'affaires de 4 milliards qui est bien lisible dans les états financiers et que toutes vos banques regroupées me montrent juste un chiffre d'affaires de 20 millions ou de 4 millions, il y a un souci. Donc, quels sont les engagements que vous avez? Donc, on regarde aussi la partie financière et le dernier point qui est le plus important d'ailleurs, c'est l'analyse du bien que je finance. Parce que moi, ce que moi je finance, c'est l'actif. Donc, quelle est la nature du matériel que vous voulez que je finance? Qui est le fournisseur? Est-ce qu'il a un SAV? Ce matériel-là, comment il va vous aider dans l'amélioration de votre activité? Est-ce que c'est du matériel spécifique? Quand on parle de spécifique, pour nous, c'est du matériel qui n'a pas vraiment un gros marché de revente.
Donc, si c'est une boulangerie, par exemple, que c'est du matériel de boulangerie, là, je suis dans le spécifique. Donc, ce matériel spécifique-là, voilà, quel type de matériel j'accompagne en fait? Et en fonction de tout ça, je peux vous dire, bon, voilà, je peux vous accompagner selon telle condition que je vais vous fixer. Donc, il y a quand même un gros travail qui est fait chez nous, en fait, en termes d'analyse de dossier. Maintenant, ce que je donne, c'est vraiment la généralité. Donc là, je parle d'une entreprise, d'une SARL, etc., etc. Mais on analyse aussi les dossiers par métier. Donc, je peux prendre par exemple les coopératives. L'analyse des dossiers des coopératives est différente de l'analyse du dossier d'un médecin ou d'une clinique. L'analyse du dossier du planteur est différente aussi de l'analyse du dossier de la coopérative parce qu'il a ses réalités. L'analyse du dossier d'une profession libérale, donc quelqu'un qui n'a pas de registre de commerce, par exemple, il est en profession libérale, je ne sais pas moi, peut-être qu'il a des immeubles qu'il loue. Donc, l'analyse de son dossier aussi sera différente. Mais ce sont des situations, des cas qu'on rencontre tous les jours et qu'on accompagne. Donc, on en a qui sont formalisés avec des états financiers bien. Il y en a qui ne sont pas tout à fait formalisés. Donc, on les accompagne aussi, c'est-à-dire que moi, je vais regarder, bon, écoutez, vous ne produisez pas d'état financier, mais ce n'est pas grave, puisque les états financiers, ils montrent ce qui rentre, ce qui sort et ce que vous gagnez. On le fait ensemble. Donc, si vous avez des carnets, des reçus, on regarde ensemble qu'est-ce qui rentre, quelles sont vos charges, quels sont vos revenus, etc., pour dégager votre revenu réel et voir comment nous, on peut se projeter. Donc, voilà un peu les critères, grosso modo, en fait, d'analyse des dossiers de financement chez Alios. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Donc, je retiens effectivement une analyse sur 3 points. Et on regarde, je pense, la structuration juridique de l'entreprise. On regarde également la question de l'analyse économique. Et puis, on regarde également, je pense que j'ai bien noté, la question de l'impact du matériel que vous allez acquérir, je pense, sur vos activités, l'utilité de ce matériel, et puis également le marché de revente, je pense, de ce matériel. Donc, c'est bien noté. Et puis, de façon spécifique, l'analyse est différente en fonction des dossiers. Donc, l'analyse d'un dossier de coopérative est vraiment différente de ce qu'on fait pour une clinique, etc., etc. Donc, je pense que c'est bien noté. Mais la question que je voulais vous relancer rapidement, c'est quels sont les principaux motifs de rejet? Et puis, qu'est-ce qui est possible de faire pour corriger effectivement ces éléments? Quel type d'accompagnement? Alors, les principaux motifs de rejet, après bon, chaque dossier a son histoire, mais si je peux essayer de résumer, des fois, on a comment on va dire ça? On a des entreprises qui ne sont pas du métier. Donc, on peut avoir des risques réels, en fait. Je prends le cas du transporteur, par exemple. Donc, un transporteur qui vient, qui dit, écoutez, moi, je veux que vous puissiez m'accompagner. Alors qu'il n'est pas transporteur, ce n'est pas son métier, il n'a jamais fait ça. Peut-être que quelqu'un lui a donné un marché, il veut pouvoir l'exécuter. Donc là, sur un dossier de ce type-là, même si le matériel est standard et qu'il y a un gros marché de revente derrière, etc., mais je me retrouve en face de quelqu'un qui ne connaît pas l'activité. Donc, c'est un dossier que je ne pourrais pas accompagner tout de suite. Je serais tentée de dire, démarrer, qu'on voit comment vous vous comportez, parce que ce n'est pas un métier simple. Donc, on a des rejets pour ces cas-là, parce qu'on a un risque de compétences réelles, en fait, du promoteur. On a des rejets parce que, par exemple, l'activité elle-même ne permet pas de rembourser ce qu'ils demandent. Donc, on a des clients qui viennent, mais quand on regarde, on fait le tour de l'activité, ce que vous demandez, votre activité ne permet pas le remboursement.
Donc, des fois, il y a des dossiers aussi qui viennent, qui sont pas... Il y a des clients qui ne sont pas du tout structurés ou peu structurés ou alors du matériel hyper spécifique. Donc, sur ce matériel hyper spécifique, le risque que je peux baquer, en fait, c'est le risque de contrepartie. Et quand la contrepartie même peut être défaillante, à ce moment-là, je peux être amenée à rejeter le dossier. Donc, comme je dis, chaque dossier a son histoire. Mais j'encourage vivement en fait les PME à essayer au maximum de se formaliser. Et se formaliser passe d'abord par une culture de bancarisation. Il faut apprendre il faut être bancarisé. Donc, bancarisé, c'est tout simplement aller ouvrir un compte en banque, faire fonctionner le compte bancaire. Parce que quelle que soit l'institution financière, si c'est moi, Alios, je regarde les relevés bancaires pour voir comment le compte tourne. Est-ce qu'il y a des flux dessus? Donc, ça, c'est une première étape. Il y a des clients qui viennent, qui n'ont pas de compte bancaire, où il a son compte Orange Money, où tout le flux passe au comptant. Mais je veux bien que le flux passe au comptant, mais qu'est-ce qui me garantit, moi, que quand mon échéance va se présenter sur son compte en banque, le loyer pourra être honoré? Donc, je pense que déjà, cette étape-là, elle est primordiale dans la formalisation de la PME. Ensuite, il faut que la PME travaille à établir des petits points, des états financiers, même si ce n'est pas vraiment des états financiers, je ne sais pas moi, de gros bilans, mais il faut qu'elle apprenne à faire des états financiers et à faire confiance aux banquiers. Parce que l'entreprise peut arriver, elle donne un bilan qui n'est pas le bilan réel. Bon, on va te dire que non, ça c'est le bilan fiscal. D'accord, je veux bien. Mais moi, derrière, j'ai un comité de crédit qui analyse le dossier. Et le comité, lui, se base sur ce qu'il voit. Donc, on peut dire que oui, c'est un bilan fiscal, c'est pour les impôts et tout ça, mais il faut que la PME puisse dire à son banquier ou à celui qui va le financer que, écoutez, là, c'est vraiment pour les impôts, mais voici mon activité réelle, en fait. Voici ce que je fais. Donc, il faut qu'elle nous déclare tout. Et ces informations restent strictement confidentielles. On ne va pas aller sur la place du marché avec, mais on a besoin de cela pour analyser le dossier. Parce que de toute façon, l'analyse du dossier, elle est simple. Quand je prends l'analyse économique, quand je prends l'analyse financière, quand je regroupe ces deux, quand je prends l'identification juridique, je vois tout de suite ce qui va, ce qui ne va pas. Donc, il faut que la PME apprenne à nous faire confiance et à nous dire exactement où elle en est dans son activité pour que nous, en fonction, on lui donne les solutions, les bonnes solutions, en fait, pour pouvoir l'accompagner. Dire que, bon, voilà, on ira crescendo, etc., etc. Donc, on a vraiment besoin de ces éléments-là. Il faut qu'elle apprenne à se formaliser, à se structurer et il ne faut pas qu'elle ait peur de donner les informations. Donc, peut-être que je débouche un peu sur votre troisième question en lien avec Côte d'Ivoire PME. Côte d'Ivoire PME, on peut vraiment regarder ensemble comment structurer ces PME-là pour pouvoir les aider à grandir parce que de toute façon, la croissance de l'économie passe par la PME qui est levier de croissance en fait, finalement. Que toutes les multinationales sous-traitent ces PME-là. Donc, nous, on a envie d'accompagner les PME avec Côte d'Ivoire PME. On a envie de vous accompagner aussi, mais aidez-nous à pouvoir vous accompagner. Donnez-nous toutes les informations. Des fois, le dossier arrive, on demande même le patrimoine du dirigeant. Il ne veut pas donner, mais ce n'est pas pour prendre une hypothèque, en fait. C'est pour voir ce que vous valez réellement. Vous venez demander un financement, mais il faut qu'on sache derrière ce que vous valez. Celui que j'accompagne là, qu'est-ce qu'il vaut? Donc, en fonction de ce qu'il vaut aussi, je vais prendre une décision de me dire que, bon, voilà, peut-être que là, ce n'est pas bon, mais ce critère-là me permet de l'accompagner et d'être beaucoup plus à l'aise avec lui. Donc, voilà, c'est ces petites choses qui font que finalement, le banquier peut rejeter le dossier ou l'accorder selon la présentation qu'on a en fait du dossier. OK. Merci beaucoup. Merci, Madame Nyakaja. Je pense que j'ai bien noté les principaux motifs de rejet. Je pense qu'il y a la question de l'expérience dans le métier, il y a la question du rejet
pour motif économique, le projet n'est pas capable effectivement de rembourser l'acquisition du bien. Il y a la question de l'insuffisance de structuration de l'entreprise. Il y a la question de la contrepartie qui n'existe pas. Il y a des entreprises qui n'ont pas de compte bancaire et sur lesquels, certainement, il n'y a aussi pas de mouvement. Et puis, il y a la question de la qualité des données fournies. Je pense que ce sont les éléments qui sont notés. Et vous avez fait le plaidoyer pour qu'on travaille, en tout cas, sur ces points, notamment sur la question de la structuration des entreprises. Je pense que c'est assez, c'est bien noté. Je reviens à monsieur le directeur général adjoint, chargé de l'exploitation à Crédit Access. Et donc, au niveau de la microfinance, monsieur le DGA, quels sont les produits et puis quelles sont les conditions pour pouvoir effectivement permettre aux PME de pouvoir avoir ces différents produits et quels sont les motifs, je pense que je pose en même temps toutes les questions, les motifs de rejet et également qu'est-ce qui est possible de faire ensemble, Côte d'Ivoire PME Crédit Access pour pouvoir effectivement adresser ces éléments. D'accord, merci encore, monsieur Yoda. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les financements qu'on adresse aux PME, donc s'articulent en général autour soit de l'exploitation avec les financements de stock ou d'intrants, également les investissements, voilà, avec les financements, voilà, d'acquisition, d'immobilisation et puis les crédits de trésorerie. Je n'ai pas cité aussi les crédits par signature qui sont également des accompagnements que nous sommes à même de faire pour nos différents clients, notamment qui vont solliciter des marchés ou qui ont besoin de cautions douanières ou diverses cautions bancaires. Alors, quelles sont les conditions? Alors, donc, en fonction de chaque cas, on a des conditions qui s'appliquent. Donc, en général, les crédits d'investissement et les crédits liés au fonds de roulement, ce sont des crédits qui ont des échéances mensuelles. Voilà. Donc, il faut dire que à la différence, voilà, des fonds d'investissement, voilà, nous, on prête, donc c'est de la dette. Et la dette doit être remboursée. Et c'est vraiment de la dette, on va dire, à court terme. À court terme, si on veut se mettre dans un ordre de temps. Donc, elle doit être remboursée sur un délai, voilà, qui est soit assez court ou moyennement. Donc, pour les crédits, comme je disais tout à l'heure, pour le fonds d'investissement, vu qu'on part sur des échéances mensuelles, donc la première chose qu'on regarde, c'est est-ce que le client qui nous sollicite est capable de faire face à ces échéances. Donc, il faut que le client fasse la démonstration de sa capacité. Donc, il y a la capacité. Et puis après, il y a une autre chose qu'on va regarder aussi, que dans notre jargon, on appelle la volonté de remboursement. Donc, ce sont les deux critères essentiels. La capacité de remboursement. Donc, est-ce que le client est capable, si je lui prête ce montant sur la durée indiquée, est-ce qu'il est capable de rembourser? Et après, est-ce que s'il est capable de rembourser, est-ce qu'il aura la volonté de rembourser? Parce que dans la microfinance, en dehors de la banque, nous sommes assez proches des clients et donc la volonté de rembourser est très, 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 très importante dans notre activité. Donc, ça fait que notre analyse va beaucoup plus loin que des documents formels. Voilà, donc on rentre, n'est-ce pas, dans l'environnement du client pour s'assurer que c'est un client qui est vraiment impliqué dans son activité et qui est en tout cas dans de bonnes dispositions pour nous rembourser lorsque le prêt, voilà, sera effectué. Donc, dans la capacité de remboursement, voilà, il faut bien entendu que le client fasse la démonstration qu'il y a des flux. Donc, il faut qu'on soit sur une activité qui existe déjà. Je le mentionnais tout à l'heure, on ne peut pas faire de financement de démarrage d'activité
parce que nous sommes dans un financement de dette et avec des échéances assez... enfin, les échéances, en général, c'est 2 ou 3 mois après la mise en place du crédit. Les premiers remboursements commencent avec des échéances identiques qui sont mensuelles. Bien entendu, sur les crédits, investissements et fonds de roulement. Donc, il faut que le client nous fasse déjà la démonstration qu'il est capable de générer des flux. Donc, il faut que son activité existe déjà depuis un certain temps et qu'elle puisse générer déjà des flux. Et sur la base de ces flux qui sont générés là, nous, on va regarder la capacité de remboursement. Donc, on a des analystes qui sont outillés pour calculer la capacité de remboursement, c'est-à-dire qu'on va regarder le chiffre d'affaires, on va déduire l'ensemble des charges qui sont bien entendu des charges liées à l'entreprise, mais aussi des charges personnelles, parce que dans la microfinance, surtout quand on est sur des très petites entreprises, on va dire la trésorerie de la personne est très souvent liée à la trésorerie, voilà, de l'activité. Donc, on ne va pas uniquement regarder les flux qui sont générés par l'activité et puis se baser dessus, mais en regardant les flux, on va regarder les charges donc de l'activité. Par exemple, si j'achète tel produit à tel prix et que je le revends, voilà, à tel prix, quelle est la marge qui est dégagée? Et de cette marge-là, on va enlever également les charges personnelles, voilà, qui peuvent être des factures, les loyers, aussi bien professionnels que personnels, les charges liées, par exemple, à la scolarisation des enfants, parce que c'est des choses dont on doit tenir compte, parce que si un client a le choix entre payer la scolarité de son enfant et puis régler son crédit, je pense que le choix sera vite fait. Donc, c'est des choses dont on doit tenir compte pour pouvoir, n'est-ce pas, dégager voilà, une sorte de marge qu'on appelle dans notre jargon capacité de remboursement. Et c'est sur la base de cette capacité de remboursement-là qu'on va pouvoir faire une estimation du montant qu'on peut accorder à ce client-là et la durée également sur laquelle il pourra effectuer ses remboursements. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on a fini de calculer la capacité, on regarde aussi la volonté, c'est-à-dire est-ce que le client a un engagement personnel? Est-ce que c'est peut-être un métier qu'il a commencé depuis un certain temps? Est-ce qu'il est passionné par son activité? Est-ce qu'il a des options? Parce que quelqu'un qui a d'autres options, si jamais il y a des difficultés dans son activité, facilement, il pourra basculer vers autre chose. Est-ce qu'il y a des éléments de stabilité? Stabilité, est-ce que le client est dans son local, par exemple, depuis un certain temps? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Voilà, donc ce sont des choses derrière qu'on va regarder et qui vont nous permettre de pouvoir jauger en fait de la volonté, de l'engagement du client à rembourser voilà, sa dette lorsque on aura accordé. Alors donc, en dehors de ça, il y a également les crédits de trésorerie dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors là-bas, l'analyse est un peu plus simple. Par exemple, si on a une facture, ça veut dire qu'il y a déjà une prestation. Donc, ce qu'on va regarder surtout, ça sera est-ce que on a su une facture émise sur une bonne signature et est-ce que voilà, le commanditaire a suffisamment de trésorerie pour nous régler à temps. Pareil, si on a su un bon de commande, est-ce que le client est capable d'exécuter le bon de commande? Est-ce qu'il y a un historique? Est-ce qu'il y a des attestations de bonne exécution sur laquelle on peut, par exemple, se baser pour justifier la capacité de ce client à exécuter ce marché et ainsi de suite. Donc, en fonction du type de prêt, comme je dis, il y a des éléments qu'on va regarder, mais toujours dans la philosophie de voir la volonté du client et puis sa capacité à rembourser le prêt. Alors, comme vous avez demandé aussi les motifs de rejet, voilà, effectivement, on a effectivement plusieurs motifs de rejet. Voilà, la plupart du temps, ça concerne déjà les flux. Si on n'a pas suffisamment de flux, ou même s'il y a des flux, mais qu'on n'a pas suffisamment de recul, donc si c'est une activité qui vient de démarrer 2-3 mois, on va demander
de patienter quelques mois, de continuer voilà, l'activité avant de pouvoir se prononcer sur voilà, un délai qui est plutôt consistant. Alors, si on se retrouve devant de la fraude, c'est assez récurrent également, donc des faux papiers, des faux comptes bancaires, des faux relevés de comptes bancaires qu'on reçoit. Bon, ça, systématiquement, ce sont des motifs de rejet. Si on se retrouve devant des cas de surendettement, aujourd'hui avec le BIC, donc le Bureau d'information sur le crédit, on est capable d'interroger pour toutes les institutions qui sont déclarantes. Voilà, donc si on retrouve le client voilà, avec déjà plusieurs prêts et que ça peut entacher le remboursement de ces prêts-là, peut impacter, on va dire, considérablement sa capacité de remboursement. Alors, pour éviter le surendettement du client, on sera obligé également de rejeter. Donc, voilà, entre autres, voilà, il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles on peut être amené à se prononcer voilà, négativement mais de manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre objectif, c'est d'accompagner véritablement les entreprises et les entrepreneurs voilà, dans leurs activités. C'est notre essence, c'est notre principale activité. Donc, on n'a pas intérêt en général à rejeter le client. On a plutôt intérêt à les financer parce que c'est le cœur de notre business. Et des fois, c'est vraiment dommage pour nous d'être sur des dossiers qu'on est obligé de rejeter. Donc, voilà un peu de manière amassée ce que je peux dire concernant ce point. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur général adjoint de Crédit Access. J'ai rapidement une ou deux questions avant qu'on passe aux questions des participants. C'est comment vous évaluez la volonté de rembourser? Je pense que c'est une question, la volonté de rembourser d'un client. Et puis l'autre chose, en moyenne, les taux pour le financement de l'investissement aussi, entre quelle marge? Les taux d'intérêt. D'accord. OK, donc concernant le premier volet voilà, de la question, je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, la volonté, on va dire, c'est une analyse qu'on peut qualifier de subjective, mais c'est plutôt une analyse qualitative. Voilà. Donc, la volonté de rembourser va, par exemple, on va rentrer dans l'environnement du client. On va regarder des fois sa relation avec lui-même, ses propres clients ou ses propres fournisseurs. Donc, est-ce qu'il a l'habitude voilà, d'honorer ses engagements? Est-ce qu'il n'a pas, par exemple, on n'est pas dans un cas de surendettement? Quand on est dans un cas de surendettement, un client qui vient, il te présente son activité, tout va bien, mais si tu regardes le BIC et que tu vois qu'il a une dette de l'autre côté, soit qu'il ne t'a pas déclaré, déjà on a des soupçons, s'il ne déclare pas, il y a un problème de confiance. S'il le déclare et qu'on regarde et qu'il a des impayés, voilà, chez un confrère, ça veut dire qu'il y a pas de doute, certainement, voilà, le crédit chez nous risque de subir le même sort. Est-ce qu'il a suffisamment d'engagement, suffisamment d'investissement dans sa propre activité? Et ça, c'est un élément important. Voilà, donc si je veux faire une activité et que je n'ai aucun investissement personnel dedans, je n'ai pas engagé mes propres économies dans voilà, les actifs de cette activité, c'est beaucoup plus compliqué pour nous en tant que prêteurs de pouvoir nous engager. Donc, c'est comme si on prend beaucoup plus de risques que le promoteur lui-même. Donc, ce sont, on va dire, entre autres, ces éléments, il y a beaucoup d'autres choses, les enquêtes de voisinage et bien d'autres choses. Donc, qu'on est amené également à regarder, voilà, pour pouvoir
analyser est-ce que ce client qui est en face de moi a vraiment la volonté de rembourser. Donc, comme je dis, c'est vraiment des éléments qualitatifs et des fois, ça se joue aussi au feeling, beaucoup au feeling. Il y a des échanges. On va regarder la maîtrise de choses, les projections du client. Est-ce que c'est quelqu'un qui se projette dans son activité, ou bien c'est quelqu'un qui veut juste, comme il a la possibilité d'avoir un crédit, qui veut juste récupérer les sous et puis peut-être aller faire de la spéculation ailleurs. Donc, ce sont ces éléments, en fait, qu'on va regarder. En ce qui concerne le taux, en général, on a des crédits qui ont juste des commissions. Comme on a plusieurs types de crédits, donc le taux varie, mais en général, on est sur du 1,5% mensuel. 1,5% mensuel. Après, on se retrouve à peu près 13% quand on est sur des prêts de 1 an. Et en fonction de la durée, les intérêts de manière globale qu'on va payer sont plus importants. Mais en général, nos crédits sont assez courts. Donc, on n'a pas ce problème. Aujourd'hui, sur les activités qu'on finance, le taux ne représente pas en général un obstacle parce que on va dire, sur les PME, sur l'informel, qui représente une grosse partie de nos investissements, les marges sont en général très importantes. Des fois, on a du 100, 200%, voire 300% sur des activités. Donc, en général, le taux ne représente pas un obstacle, on va dire, majeur au financement, en fait, pour les PME avec lesquelles on travaille. Merci beaucoup. Je pense que merci à tous. On a un peu plus de 130 personnes qui sont connectées pour suivre un peu ce panel. Donc, je pense qu'on souhaiterait un peu leur laisser le temps de poser quelques questions. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de questions dans le chat. Et précisément, on est à 134 personnes connectées. Donc, je vais laisser mademoiselle ou Madame Da, effectivement, prendre le relais sur la série des questions. Je pense que les questions sont posées. Elle va spécifier, lire la question et puis à qui la question est adressée. Madame Da, si tu es en ligne. Oui, Monsieur Yoda, je suis là. D'accord, chers participants, s'il vous plaît, soit vous écrivez votre question dans le chat en précisant à qui vous l'adressez, à quel panéliste vous l'adressez, ou en levant la main et puis on ouvrira votre micro pour que vous puissiez poser votre question. Déjà, chers panélistes, nous avons quelques questions dans le chat que je vais lire et adresser à la personne à laquelle cela est destiné. Il y a une question de M. Koulou pour M. Chalmounet. M. Chalmounet dit, je souhaiterais savoir, vous avez mentionné dans vos explications, la croissance peut se faire par les investissements, l'acquisition d'équipements, de matériel, de toute forme d'immobilisation corporelle pour l'entreprise, pour lui permettre d'accroître la capacité de l'entreprise. C'est à court terme ou à long terme pour M. Chalmounet. Alors, je n'ai pas bien saisi la question. La question, c'est est-ce que c'est à court terme ou à long terme? Exactement, exactement. D'accord, OK. Effectivement, pour les investissements, on peut aller sur des durées assez longues. Aujourd'hui, pour les prêts à destination des investissements, on va dire qu'on part on est capable d'aller jusqu'à 4 ans. Voilà, relativement en fonction du montant. Donc, plus le montant est élevé, plus la durée aussi sera plus longue pour laisser la possibilité aux clients de pouvoir avoir des échéances assez supportables. Mais le maximum aujourd'hui qu'on puisse faire, c'est 4 ans. Mais en moyenne, on est autour de 1 an et demi à 2 ans sur les prêts spécifiques pour les investissements. C'est bien noté, monsieur. Il y a une question pour monsieur Bokoga de monsieur Marc. La première, c'est une question à 2 volets. La première question, c'est quel est le degré de maturité d'un projet pour que cela suscite l'intérêt d'un investissement comme INP? Et puis, quel est le process pour soumettre un projet? OK.
Alors, peut-être je vais nuancer un peu la réponse. Il faut avoir en tête qu'il y a, dans le milieu des fonds d'investissement, il n'y a pas que IEP, il y a différents acteurs et c'est un milieu qui est, où il y a différentes niches plutôt. Alors, euh, même des entreprises qui ont juste 6 mois, voire 12 mois d'existence, peuvent trouver des solutions d'investissement auprès de certains acteurs. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, on les appelle les venture capital. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez en français, le capital risque. C'est vraiment le premier niveau des fonds d'investissement. Et donc, dans ce capital risque, on intègre également ce qu'on appelle les fonds d'amorçage. Donc, ces fonds-là vont s'intéresser à des entreprises qui ont en général moins de 3 années d'existence, mais qui réalisent déjà des ventes qui démontrent, qui démontrent que leurs produits intéressent des clients et qu'il y a des marges de développement, des marges de progrès et qui sont constituées légalement. Donc, le type d'entreprise non formalisée, c'est difficile pour les fonds d'investissement de travailler avec ce type d'entreprise. Après, on a ce qu'on appelle le private equity à proprement parler, donc qui va s'intéresser à des entreprises un peu plus grandes et donc qui ont des besoins plus importants. Donc, il va s'agir d'entreprises qui, en général, ont plus de 3 années d'existence et qui ont un chiffre d'affaires qui dépasse largement 500 millions de francs CFA, voire le milliard de francs CFA. Et au niveau de cette niche, on va la subdiviser également en trois compartiments parce qu'il y a des fonds qui font ce qu'on appelle la série A, c'est-à-dire qui est le deuxième round pour une entreprise qui a commencé très jeune à travailler avec des fonds d'investissement. Il y en a qui vont se positionner sur les séries B, c'est-à-dire le troisième round de financement. Et il y en a qui vont qui vont se positionner sur la série C. Et puis, on a aussi, il y a des fonds d'investissement qu'on appelle la catégorie du capital retournement, qui vont s'intéresser à des entreprises qui sont très matures et qui ont du mal à innover, qui ont du mal à relancer leur croissance parce que c'est des entreprises qui stagnent ou qui commencent à rentrer dans une zone où la courbe du chiffre d'affaires, la courbe de la performance est en chute libre. Donc, il y a des fonds qui sont spécialisés sur ce type d'entreprise. Et puis, il y a des fonds même qui sont spécialisés sur la transmission des entreprises familiales lorsque lorsque le père ou bien la mère qui a fondé l'entreprise disparaît, comment est-ce que la transmission de cette entreprise va se faire à ses héritiers? Comment est-ce que ces héritiers-là sont tous de nouveaux partenaires? Donc, il y a des fonds qui existent et cette branche, on appelle le capital transmission. Donc, le milieu des fonds d'investissement, en fait, c'est comme ça qu'on a différentes gammes, on a différents stades et cela correspond à différents niveaux de maturité aussi des entreprises. Pour ce qui nous concerne au niveau de IEP, on a des programmes qui sont moins de l'investissement, mais qui sont plutôt du financement parce que c'est des programmes de subvention que des bailleurs nous confient la gestion. Et donc, ce n'est pas de l'argent qu'on doit fructifier, mais ça s'inscrit plutôt dans une démarche de contribution au développement économique, donc dans une démarche plus qui reviendrait normalement aux États de le faire. Et comme vous savez, aujourd'hui, la tendance des bailleurs, c'est d'interagir directement avec le secteur productif, avec le secteur privé, plutôt que d'interagir avec les États. Quand vous prenez un bailleur comme le Royaume du Pays-Bas, leur ligne directrice, c'est de ne pas faire transiter leurs fonds via les canaux des États africains, mais c'est de les faire transiter vers des organisations, soit du secteur privé, soit des associations, pour que ça puisse impacter, ça puisse toucher directement les bénéficiaires.
Et donc, on se retrouve, nous, au niveau de IEP, depuis bientôt 2 à 3 ans, à gérer ce type de programme. On en gère pour l'Union européenne, on en gère pour la Fondation Mastercard. Et donc, dans ce type de programme, très souvent, c'est des subventions qui peuvent, par exemple, pour l'Union européenne, les subventions peuvent monter jusqu'à 60 000 euros. Pour Mastercard, on a des subventions qui peuvent monter jusqu'au million de dollars. Mais c'est destiné à des cibles bien spécifiques que je n'ai pas forcément le temps de détailler ici. Et puis, on a nos véhicules, là où on va commencer à parler vraiment d'investissement. On a nos véhicules d'investissement. On a un véhicule qu'on appelle IEP Développement qui investit dans des fonds locaux, notamment des fonds comme Comway Capital. On investit dans ces fonds locaux pour que ces fonds, à leur tour, puissent investir dans des entreprises locales. Parce que dans le milieu des fonds d'investissement, la plupart du temps, nous, on lève de l'argent auprès de personnes, auprès d'institutions, et on vient fructifier cet argent auprès des entreprises. Et donc, l'une des difficultés qu'on rencontre souvent, c'est le taux de change, la devise. Parce que si vous levez de l'argent en dollars et que vous venez financer des entreprises en francs CFA, vous êtes assujetti à l'application du taux de change dollar-franc CFA. Et donc, pour par exemple contourner cette difficulté, on a des fonds locaux tels que Comway Capital en Côte d'Ivoire, Zira Capital au Mali et Synergie au Burkina et au Niger. Et donc, ces fonds-là, nous allons investir dans ces fonds en francs CFA. Ces fonds vont rechercher des partenaires locaux. Si je prends le cas de Comway Capital, nous sommes investisseurs dans Comway Capital, mais également la Société Générale, NCA et Orange sont également investisseurs dans Comway Capital. Et donc, on a ce pool d'investisseurs qui investissent en monnaie locale, ce qui permet à Comway Capital à son tour de financer des entreprises qui réalisent aujourd'hui Comway Capital. Pour espérer être financé par Comway Capital, il faut réaliser déjà au minimum 100 millions de chiffre d'affaires, il faut avoir 2 à 3 années d'existence, il faut être constitué légalement et il faut satisfaire la plupart des critères que j'ai cités antérieurement. Et puis, on a un autre fonds, on a un autre véhicule d'investissement qu'on appelle IEP Expansion, qui va s'adresser plus aux entreprises qui font 800 millions et plus en termes de chiffre d'affaires. Et donc, voilà ce que je peux dire pour répondre à la question de la personne. Ensuite, le second volet de la question, comment soumettre un projet? Alors, nos bureaux sont aux 2 plateaux, non loin du 12e arrondissement, en face de la direction des cultes. Donc, vous pouvez vous y rendre. Nous sommes dans les mêmes locaux que Comway Capital. En fonction de votre besoin, vous trouverez chaussures à vos pieds. Ou bien, en allant sur notre site investisseursetpartenaires.com, vous pouvez également, sur le site, vous avez l'équipe qui est présentée. Et donc, en fonction du pays où vous vous situez, vous saurez qui peut être un interlocuteur fiable pour vous. Et vous prenez contact avec cet interlocuteur parce que la plupart des collaborateurs, tout le monde est sur LinkedIn, certains sont sur Facebook. Donc, par ces canaux, vous pouvez contacter déjà, faire une première prise de contact. Et puis après, vous venez présenter votre projet et la machine commence à se mettre en place. Donc, voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question. Bien noté, M. Boukoga. Il y a une troisième question pour Mme Nyakadja. Une question de M. Kouadieu qui demande: peut-on avoir une estimation du taux d'intérêt pour le crédit bail à Alios Finance? Alors, la question du taux, elle ne monte jamais en fait. Alors, moi, ce que je voudrais dire je sais pas, aux PME de façon générale, aux participants qui sont ici, c'est que en crédit bail, déjà, nous, on ne vend pas un taux. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si, je sais pas, vous avez votre maison en bail et finalement, vous demandez à votre propriétaire à quel taux tu me fais le bail. Donc, en bail, on ne parle pas de taux. Ce que nous, on vous offre ici, c'est une commodité.
Donc, le client qui vient, il a besoin d'un matériel pour réaliser une prestation ou pour son activité. Et nous, on lui offre cette commodité-là. On ne parle pas de taux en bail. Je veux dire, même quand il y a des campagnes dans les pays matures, je les appelle pays matures parce qu'ils sont bien avancés ils sont beaucoup plus avancés que nous sur tout ce qui est financement locatif. Vous n'allez jamais entendre parler de taux en bail. On vous fixe un loyer mensuel en fonction du type de matériel, du prix du matériel. Maintenant, si on veut revenir à la question même du taux, en crédit bail, le taux n'est pas déterminant pour le calcul du loyer. C'est un taux facial. On l'appelle taux facial. Parce qu'on a plusieurs éléments en fait qui rentrent dans le calcul du loyer. Donc, il y a la durée. Est-ce que vous faites un apport? Vous ne faites pas d'apport? Quelle est la valeur résiduelle? La valeur résiduelle, c'est la valeur qui vous permet d'effectuer l'option d'achat à la fin du contrat. Donc, plus elle est élevée, moins vous aurez de loyer, etc., etc. Donc, même si aujourd'hui, je vous donne un taux facial de, je dis n'importe quoi, même, allez, on va dire 8%, ce taux facial ne reflète pas le calcul du loyer, en fait. Vous n'allez pas retrouver le loyer avec ce taux-là. Ce n'est pas comme un crédit moyen terme ou un crédit classique où on parle vraiment de taux. Donc, pour répondre à la question de taux, c'est ce que moi j'ai envie de vous dire. Maintenant, nous sommes, comme tous les établissements financiers, astreint à un taux d'usure qu'on ne peut pas dépasser. Donc, on ne peut pas aller au-delà de 18%. Ça, c'est vraiment le taux d'usure pour les établissements financiers. Et les 18%, c'est vraiment toute taxe comprise. Donc, on ne peut pas aller au-delà de cela. Et en troisième point, le taux facial, en fait, si on veut le nommer, il est fonction du risque qu'on prend. Donc, plus je prends de risques, plus je suis cher. Moins je prends de risques, moins je suis cher. Voilà. Donc, si vous avez des besoins, venez, on vous fait l'offre, on regarde ensemble, on la discute ensemble, on la décortique ensemble. Et si vous pensez que cette offre peut vous aider à améliorer votre exploitation, allez, on ira là-dessus. Donc, voilà ce que moi, je voulais répondre à cette question-là. Très bien noté, madame. Alors, il y a des personnes qui ont levé les mains. L'entreprise La Cible Chaudrerie. Est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? La Cible Chaudrerie. Bonjour. S'il vous plaît, je souhaite savoir pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'élevage, mais il n'a pas encore, c'est maintenant il veut débuter, mais seulement qu'il possède un local. Comment il peut avoir un financement? S'il vous plaît, monsieur, votre question est adressée à quel panéliste? Bon, là, je ne sais pas à qui adresser la question, mais je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre. C'est bien noté. S'il vous plaît, cher panéliste, est-ce que chacun de vous peut lui adresser une réponse? Bon, je vais peut-être commencer. C'est bien noté. Alors, au niveau des fonds d'investissement, on ne finance pas de business, on ne finance pas d'entreprise qui n'existe que sur business plan. On finance une entreprise qui existe déjà, qui opère déjà, qui a déjà fait ses preuves et qui élabore un plan de développement qui entend se donner des objectifs stratégiques de développement, atteindre un horizon de 5 à 10 ans. C'est ce type d'entreprise que nous recherchons, pas l'entrepreneur qui a juste un business plan comme actif. Voilà. Madame Nyakaja, vous pouvez aussi apporter une réponse? Oui, alors nous, chez Allios Finance, bon, déjà, si on doit vous accompagner, ça va être sur du matériel. Donc, on ne pourra pas vous accompagner sur votre besoin au fonds de roulement pour pouvoir mettre en place la ferme. Maintenant, nous, c'est vrai qu'on demande que les entreprises aient un petit historique quand même au moins d'un an, 1 an. En général, on se dit 2 ans, voilà, pour être un peu plus à l'aise, mais 1 an d'exploitation déjà nous permet d'avoir nous permet d'avoir un petit historique sur l'entreprise. Et si on doit financer, c'est le matériel qu'on pourra financer. Voilà. C'est bien. Monsieur Lumier.
Oui, alors je pense j'ai abordé ce point lors de des réponses aux questions pour dire que en matière de démarrage d'activité, voilà, on n'a aucune visibilité, donc en général on ne fait pas. Sauf voilà cas exceptionnel, bien entendu, hein. On a eu à faire des conventions avec l'Agence Emploi Jeunes, avec le ministère de la Jeunesse, sur des fonds spécifiques pour aider des jeunes, pour aider des femmes. Voilà, en général, on se prête au jeu, mais pour ces cas-là, c'est vraiment que le risque est couvert par un fonds de garantie derrière. Donc, sur nos engagements propres, voilà, on ne fait pas de démarrage d'activité. Donc, il faut qu'il y ait une activité qui est déjà démarrée. Il faut qu'on ait un historique. Donc, quand on est sur du fonds de roulement de l'investissement, c'est au moins 1 an, voilà, d'historique. Et pour des marchés, quand c'est sur l'exécution de marché ou de commande, voilà, on n'est pas très exigeant sur la durée. On peut regarder même jusqu'à 6 mois, mais il faut qu'on ait des marchés similaires qui aient déjà été exécutés avec succès pour pouvoir parler d'accompagnement. Ok, je voudrais assez rapidement apporter aussi, je pense, quelques éléments de réponse. Je pense le participant qui a posé cette question peut s'adresser à Côte d'Ivoire PME et aussi également à l'Agence Emploi Jeunes, effectivement, qui possède des dispositifs pour pouvoir accompagner les primo-entrepreneurs, effectivement, sur la base, effectivement, du montage de dossiers et puis des business plans. Donc, nous avons des projets un peu plus spécifiques dans ce sens. Et l'Agence Emploi Jeunes dispose également au moins jusqu'à 6 guichets capables d'accompagner les primo-entrepreneurs. Donc, je vous conseille d'aller à la fois sur le site et sur les canaux de Côte d'Ivoire PME et sur le site de l'Agence Emploi Jeunes pour avoir les produits financiers et les différents guichets qui sont disponibles pour vous accompagner. Merci beaucoup. Merci, M. Yoda. Alors, monsieur ou madame Sadamoudou, est-ce que vous pouvez poser votre question? Monsieur, madame Sadamoudou. Monsieur, madame Aka Vincelas, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? D'accord, ok. Merci bien pour l'opportunité. Ma question s'adresse à monsieur Olivier Bokoga. J'aimerais savoir si sa structure s'intéresse au secteur de la health tech et si c'est le cas, pour les startups qui ont déjà dépassé le stade d'idée, de prototype et qui sont au stade, par exemple, de production, est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'investissements de leur structure? Et si c'est le cas, quel type d'investissement, en equity ou en dette? Merci. Alors, quand vous dites secteur de la FTech, vous faites allusion à quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Nous, par exemple, je suis une start-up dans le domaine de la e-santé, c'est-à-dire santé numérique. Et à l'occasion de nos activités, nous sommes éditeurs d'une solution de santé numérique, une plateforme de santé numérique. Et voilà, c'est une solution qui permet de qui gère le parcours de soins du patient de façon numérique. Voilà, c'est un peu ça. Nous avons été lauréats l'année passée de la Yellow Startup, premier lauréat. Et voilà, et depuis mai 2023, on va dire, nous sommes rentrés en production avec un test clinique au niveau de l'hôpital militaire d'Abidjan. D'accord. Ok, je pense que vous êtes en fait vous êtes vraiment en phase d'amorçage de votre projet. Je crois que nous avons un dispositif qui est géré via nos fonds locaux, mais c'est un dispositif de subvention, je crois, qui est financé par l'AFD. Et donc, qui s'intéresse aux entreprises, c'est destiné uniquement aux entreprises qui sont dans le domaine de la tech. Et donc, je pense que ce dispositif est la chaussure la plus appropriée pour vos pieds. D'accord, ok.
Donc, on va falloir se tourner vers l'AFD. Il y a des liens, une plateforme. Vous vous rendez dans les locaux de Comway Capital. Vous demandez à voir Madame Brigitte Abbé. Madame Brigitte Abbé. OK. Voilà, c'est elle qui s'en occupe. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, M. Bokoka. S'il vous plaît, Monsieur, Madame Kwaku Konan, est-ce que vous pouvez poser votre question? Monsieur, Madame Kwaku Konan. Est-ce que Monsieur Mbra Jaurès peut poser sa question, s'il vous plaît? Monsieur Mbra Jaurès. Monsieur Kwaku peut parler maintenant. Mon micro était désactivé. Désolé. Allez-y. Voilà, bien, merci. Loin de moi toute idée de faire de la publicité à la structure IEP. Je suis docteur Kwaku Marcelin. Nous avons donc déjà un partenariat avec IEP2E et je suis le directeur général de l'établissement rue Poincaré au niveau de Boaké. Je suis par ailleurs gérant du cabinet de formation de suivi et d'insertion. C'est à ce titre que je suis là. Maintenant, on avait un webinaire aujourd'hui avec IEP2E. Ça n'a pas pu être possible. Je saisis l'occasion donc poser cette préoccupation rapidement, M. Boko. Excusez-moi. Alors, bon, le représentant de l'IEP. Alors, on souhaite savoir si on peut avoir un autre partenariat en termes de financement avec la structure, ou bien est-ce que ce financement qu'on a déjà reçu, tout s'arrête là? On a imposé des cas avec nos étudiants pour faciliter les accès, éviter les retards et tout ça. Voilà. Donc, j'avais voulu poser la préoccupation à Mme Moukala, mais comme on n'a pas pu avoir ce webinaire, je profite pour vous poser la préoccupation. OK. J'imagine que vous êtes dans le portefeuille de IP Éducation et Emploi, qui est un dispositif de subvention que nous gérons pour le compte de la Fondation Mastercard. Et je pense que vous avez le contact de Mme Moukala, c'est elle qui est votre chargée d'affaires. Donc, mieux vaut lui demander. Je ne connais pas l'historique, je ne sais pas si vous avez pu honorer tout ce que vous avez convenu dans la convention de subvention. Donc, je ne peux pas vous donner une réponse puisque je ne suis pas au parfait des détails du dossier. Je vous Sinon, tout est OK, il n'y a pas de problème. Voilà, sinon, tout est OK, il n'y a pas de problème. Vous appelez Mme Kalaya, puis merci, elle pourra mieux vous répondre. Pour ne pas prendre trop de temps. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, M. Bokoka. Nous allons prendre maintenant quelques questions dans le chat. Il y a le représentant de l'entreprise One Corporate qui demande à Mme Nyakadja, accompagnez-vous une société déjà créée qui est en train de mettre en place ses activités? Marie-Noël, vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? D'accord, c'est compris. La question est la suivante. Accompagnez-vous une société déjà créée qui est en train de mettre en place maintenant ses activités? C'est-à-dire, la société, elle est créée, elle fonctionne déjà ou elle est créée, elle n'a jamais travaillé et c'est maintenant qu'elle commence à travailler? S'il vous plaît, le représentant de l'entreprise One Corporate. Si vous avez quelques détails à rajouter à votre question. Parce que si c'est une entreprise qui fonctionne déjà, c'est juste une extension d'activité, il n'y a pas de sujet. Maintenant, si c'est juste qu'elle est créée, qu'elle n'a jamais fonctionné et que c'est maintenant qu'elle démarre, on va attendre un peu qu'elle démarre en fait. OK. C'est bien noté, Madame. Merci. Nous avons une autre question de l'entreprise Chaudrerie Lacide. Nous sommes une entreprise de construction métallique. Nous sommes constitués légalement. Nous avions un chiffre d'affaires, mais nous avions demandé un financement pour l'achat du matériel et nous avons donné un devis de matériel demandé. L'accompagnement a été refusé.
comment faire pour recevoir un financement? La question est adressée à tous nos panélistes. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Il y a eu une micro-coupure, je n'ai pas capté une partie de la question. D'accord. La question est du représentant de l'entreprise Lacide Chaudrerie qui dit « Nous sommes une entreprise de construction métallique. Nous sommes constitués légalement. Nous avons un chiffre d'affaires, mais nous avions demandé un financement pour l'achat du matériel et nous avons donné un devis du matériel demandé. L'accompagnement a été refusé. Comment faire la prochaine fois pour recevoir le financement? » Bon, je ne sais pas, ça, il est peu que vous avez déposé votre demande, ou bien c'est à Alliance Finance, ou bien auprès de Crédit Agricole, ou bien auprès d'une banque. Parce que, bon, je veux dire, c'est pas. On part des mêmes critères à la base, mais après, il y a des éléments sur lesquels chacun est plus pointilleux, plus intransigeant que l'autre, quoi. Donc, si vous ne donnez pas plus de précision, moi, je ne peux pas m'aventurer à vous donner une réponse fiable. Alors, peut-être rajouter quelque chose pour Credit Access, de manière générale, hein, pour tous ceux qui ont des problématiques, voilà, vous pouvez vous orienter auprès de nos agences. Donc aujourd'hui, on a environ 19 agences sur l'ensemble du territoire. On a 8 agences spécifiquement à Abidjan. Donc, toutes nos agences sont en tout cas à même de pouvoir recueillir vos demandes et pour vous donner voilà, toutes les informations nécessaires si vous en avez besoin. Vous pouvez aussi nous contacter via les canaux, les réseaux sociaux. Donc, on a un numéro WhatsApp, on a des comptes sur l'ensemble des réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn. Voilà, enfin, en fait, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas, voilà, à nous contacter via ces canaux-là et puis à poser vos problématiques. Forcément, vous aurez une réponse. Et puis, si c'est bon, on va vous orienter vers l'une de nos agences où on prendra en charge votre demande. C'est bien noté, M. Moulé. Madame Nyakaja, est-ce que vous souhaitez apporter une réponse? Oui, bon, en fait, là, comme ça, de but en blanc, ça va être difficile de répondre à sa préoccupation parce qu'on n'a pas vu le dossier. Mais je répondrai comme mon confrère qui peut passer pour qu'on regarde, qui présente un dossier, qu'on regarde ensemble pourquoi il a été refusé et qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour l'accompagner. Nous, nos bureaux sont juste à la rue des Carrossiers, en face de Sococé zone 3. C'est bien noté, Madame Nyakaja. Alors, chers participants, nous sommes déjà à 11h35. C'était la dernière question. Nous allons donc maintenant passer la parole à M. Yoda, directeur de la croissance chez Côte d'Ivoire PME. Oui, merci beaucoup à nos panélistes. Mais avant, je pense on a un participant qui est en ligne, M. Ali Guendo, qui est de la structure CMR-FSA. Et donc, je voudrais en tout cas lui laisser une minute pour qu'il nous présente assez rapidement sa structure. Et puis, s'il a une question à poser, après, nous allons conclure et remercier l'ensemble des participants. Monsieur Ali Guendo, est-ce que vous êtes en ligne? Si vous êtes en ligne, je pense que vous pouvez activer votre caméra et puis rapidement présenter vos structures en une minute pour qu'on puisse faire la clôture de ce panel. OK. Bonjour, monsieur Yoda. Bonjour à tous les participants. Je pense la caméra est-elle activée? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on s'entend, mais on ne se voit pas. Là, Oui, c'est ça bon? va maintenant. D'accord.
Oui, je suis Ali Guindo, je suis le chef de la mission résidente du FSA, Fonds de solidarité africain, en Côte d'Ivoire. Donc, le nom, c'est FSA. Bon, CMR, c'est le titre de ma fonction, chef de mission résidente. Alors, en une minute, c'est pour vous dire que le FSA est une institution financière qui a pour mission d'œuvrer au développement économique et à la lutte contre la pauvreté dans les États membres du FSA, dont la Côte d'Ivoire fait partie. Aujourd'hui, nous avons 22 États qui sont aussi les actionnaires du FSA et la Côte d'Ivoire fait partie des États fondateurs. Et donc, l'objectif vraiment, c'est d'accompagner les porteurs de projets pour l'obtention de ressources dans le cadre, pour leur permettre de réaliser leur objet, en quoi faisant à travers, en les accompagnant avec divers produits opérationnels, dont le principal est la garantie financière. Et en termes de garantie financière, nous partageons le risque avec les bailleurs et, et le promoteur pour que les bailleurs soient confortés à assurer, parce qu'au-delà du défaut, la garantie du FSA a une principale caractéristique, c'est qu'elle offre aux bailleurs une pondération de 50% sur le plan réglementaire. Et le FSA peut accorder des garanties jusqu'à 80% en principal du montant du financement. Et en termes de montant nominal, le FSA peut atteindre 17 milliards de francs CFA pour un seul projet. Bon, j'ai parti en fait pour tous les produits qui ont été évoqués ici. Je pense que nous avons une familiarité avec chacun d'entre eux. Parce qu'en termes de garantie, nous accompagnons aussi bien les produits, disons, les prêts mis en place et qui aboutissent à des décaissements, c'est ce que nous qualifions de garantie individuelle. Donc, pour garantir les prêts directs, mais nous accompagnons aussi les engagements faits sous forme d'engagement par signature. Nous partageons aussi le risque avec les banques et les établissements de crédit pour accompagner la délivrance de cautions et les opérations d'import-export. Donc, c'est pour partager le risque sur la base d'engagement par signature. Et concernant les très petites entreprises, bon, que nous qualifions parce que nous partons d'une base de 2 ou 5 millions jusqu'à des financements de 300 millions, nous avons la possibilité d'offrir aux bailleurs de fonds des lignes de garantie et c'est ce que nous appelons garantie de portefeuille. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, ces éléments ne sont pas étrangers, mais c'est vous dire que nous sommes présents actuellement dans le paysage ivoirien et le FSA est spécialisé dans ses activités depuis 45 ans. Donc, en ramassé, voilà un peu ce que je peux dire. J'aurais pu faire des apports dès le départ par rapport aux différents trucs, mais ce n'est que partie remise. Je vous remercie, M. Yoda. Oui, merci beaucoup, monsieur Ali Guindo de la FSA. Je pense que nous allons continuer de discuter. Depuis l'année dernière, on a, je crois, qu'une proposition qu'on devrait pouvoir faire ensemble effectivement pour un peu accompagner les PME et les entreprises de taille intermédiaire. Je pense que ce n'est que partie remise. Nous allons nous revoir. Et puis, je pense qu'à travers une séance de travail, je pense discuter pour aller beaucoup plus loin sur le type de collaboration que nous pouvons avoir. Je voudrais vraiment remercier nos différents panélistes, remercier M. Olivier Bokoga de Investisseurs et Partenaires. Je pense qu'il a dit, ils sont dans les locaux de Commun Capital. Donc, vous pouvez vous y rendre pour, je pense, essayer d'échanger avec Investisseurs et Partenaires sur les différents véhicules qui sont disponibles à leur niveau. Je voudrais également remercier le directeur général adjoint, M. Charles Mounet, chargé d'exploitation à Crédit Access. Il a aussi présenté les différents produits. Donc, vous pouvez le contacter. Remercier le directeur département PME, M. Antoine Aïmé, de la BDU, et dire merci également à Mme Nyakadja, directrice commerciale à Alios Finance, qui, à travers effectivement toutes les présentations, ont présenté de façon un peu plus générale les solutions de financement pour la croissance des startups, des PME, des ETI. Je pense que
On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais vous pouvez nous contacter pour avoir le contact des différents panélistes et puis surtout pour continuer la discussion. Vraiment, merci beaucoup pour cet échange. Nous avons légèrement débordé, mais je pense que ça valait un peu la peine à cause de la qualité des interventions des panélistes et puis surtout pour l'enjeu en lien avec le financement de l'investissement pour les petites entreprises. Merci à Ali Guindo, merci à Olivier Boukouga, merci à Charles Mounet, merci à Mme Yakava, merci également à Antoine Aimé, merci à tous. Je pense que on va vous revenir pour la suite de la série de panels de Côte d'Ivoire PME. Merci beaucoup et merci à tous. Côte d'Ivoire PME, accompagner l'audace et l'ambition de nos entrepreneurs.